Au Cercle de Lorraine ce midi, les invités arrivent au compte-gouttes. Tous viennent écouter l'écrivain essayiste français Éric Zemmour. Faute d'accréditation, nous ne serons pas en mesure d'interroger Éric Zemmour. Mais devant les 150 invités du déjeuner, il parle sans retenue de ses détracteurs qui le qualifient d'islamophobe et de raciste. Et on poursuit avec un anniversaire, celui du Cercle de Lorraine. L'organisation fête ses 15 ans. Elle rassemble des acteurs de la vie politique et économique. Marc Debonne, on vous rejoint à Place Poulard. Qu'est-ce qui est prévu ce soir? Est-ce qu'on met les petits plats dans les grands? Oui, absolument. Près de 800 personnes sont annoncées ici au Cercle de Lorraine pour cet anniversaire. C'est aussi la première pour beaucoup. En effet, j'ai à mes côtés Monsieur Welch, le président. Qu'est-ce qui est prévu ce soir pour cet anniversaire, pour ces 800 personnes? Il y a d'abord le fait de remercier les gens d'être membres. Vous savez que nous avons aujourd'hui un peu moins de 2000 membres. Alors qu'il y a 3 ans, on était un peu moins de 1000, donc c'est un nombre spectaculaire en progrès. Comment devient-on membre? Eh bien, vous rentrez votre candidature et vous demandez à 2 membres existants de vous parrainer. Et alors, il y a un comité de ballotage qui étudie votre candidature, qui également interroge le candidat. Et je dois dire que dans la grande majorité des cas, les gens sont acceptés parce que nous n'avons pas énormément de gens qui ne sont pas dans les clous, je dirais, qui posent en candidature. C'est un cercle d'affaires, c'est un cercle de rencontres, c'est un lieu où tout ce qu'on peut considéré comme important se retrouve autour de conférences, autour de dîners. C'est aussi un lieu important parce qu'on est véritablement en plein cœur de la capitale. Oui, c'est l'élément principal qui nous a fait déménager. Vous savez qu'il y a 15 ans, le cercle a été créé à Uccle, où il y avait une magnifique maison avec un très beau jardin et on a eu près d'un millier de membres. Mais avec la mobilité devenant de plus en plus difficile, il est vrai que les membres commençaient à réchigner un petit peu et à craindre de voir aller jusqu'à Uccle. Alors, ce bâtiment-ci, on a eu l'occasion de le louer, on l'a transformé et je veux dire que c'est un très grand succès. On y est depuis 3 ans, on a doublé le nombre de membres et surtout on a des installations maintenant qui permettent aux membres non seulement de venir, mais également d'y inviter des membres de leur conseil d'administration, des clients pour louer une petite salle par exemple pour un séminaire ou une activité quelconque à Bruxelles. On ressent au Cercle de Lorraine la concurrence d'autres cercles, le cercle gaulois entre autres, ou pas du tout? Nous avons comme particularité d'être le seul cercle bilingue de la capitale et probablement du pays. Alors ça nous distancie déjà relativement beaucoup des autres cercles qui sont soit francophones, soit néerlandophones. Deuxièmement, on est clairement de très loin le plus grand au niveau des installations et les possibilités pour les membres de louer des salles au cercle ou d'inviter des gens au restaurant. Et donc je pense qu'il y a de la place pour tous les cercles et tous les clubs à Bruxelles, mais que nous n'avons pas trop de difficultés à convaincre des gens de devenir membres. Monsieur Welch, je vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Marine, si vous souhaitez fouler le tapis rouge, ne venez pas parce qu'il faut, vous l'avez entendu, être membre avant de pouvoir rentrer ici, au Cercle de Lorraine. Pour rappel, c'est Place Poulard que le cercle est installé désormais.
Ici, on est devant le 33 rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est là où se réunissent tous les derniers mercredis du mois un certain nombre de personnes pour faire un dîner. Ça s'appelle le dîner du siècle. Alors avant, ils étaient place de la Concorde. Depuis, ils ont déménagé certainement pour se retrouver plus près de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré, pour se sentir en sécurité très certainement. Alors, c'est un certain nombre de personnes, mais ce sont des hauts fonctionnaires, des banquiers, des grands patrons, des journalistes, des hommes et femmes politiques, donc qui se rencontrent et qui discutent de la marche du monde, de la marche de la France, et surtout qui en discutent pour entretenir leurs intérêts, leurs propres intérêts, c'est-à-dire les intérêts d'une petite poignée, d'une oligarchie. On retrouve par exemple ici, tous ces derniers mercredis du mois, une partie des membres du conseil d'administration de LVMH, où on était précédemment. Mais on retrouve aussi une partie des membres du conseil d'administration de Total, Kering, L'Oréal, Bouygues, etc., etc. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est le dîner du siècle. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques gilets jaunes qui sont nassés. C'est les gilets jaunes constituants. Et ils sont nassés, comme vous pouvez le constater. Le dîner du siècle, c'est ici. Voilà. Je vous invite à partager ce direct au maximum. Et ils sont nassés. Comme vous pouvez le voir, les gilets jaunes constituants sont nassés devant le dîner du siècle par beaucoup de CRS, comme vous pouvez le constater. Un petit commentaire sur ce qui vient de passer. T'as bien vu ce qui s'est passé. Le gilet jaune est considéré maintenant comme un objet potentiel de trouble à l'ordre public. On était sommé de les retirer, alors qu'on était sur la voie publique, on avait quitté le lieu de manifestation. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Voilà. Bon voilà, nous on a obtempéré parce qu'on n'est pas là pour le conflit, mais au moins tous les gilets jaunes sont au courant de ce qui s'est passé. Quand vous allez devant le dîner du siècle, regardez ce qui se passe maintenant. Et encore, je trouve que c'est light par rapport à il y a quelques années. Donc le gilet jaune est devenu subversif, quoi. On vous force à le retirer. Subversif, interdit même, c'est interdit, clairement interdit. C'est une interdiction maintenant, clairement. Et c'est en accord avec ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a 2 jours, parmi les multiples phrases qu'il nous faut toutes les semaines, c'est que ceux qui vont en manifestation le samedi jouent la politique du pire. Voilà, mais c'est incroyable. C'est une manifestation violente où on joue la politique. Donc les amis, allez, la prochaine fois, c'est dans 4 semaines. Oui, tous les 4e mercredis du mois, donc le 4e mercredi du mois au mois de mars, vous le notez sur l'agenda et vous allez vous pointer devant un haut lieu de l'oligarchie et vous allez voir ce qui va se passer. On vous a fait montrer ce qui s'est passé. Donc là, c'était les gilets jaunes constituants qui sont d'Île-de-France. 94, 75. C'est toutes les équipes gilets jaunes constituants. Voilà. D'accord. Une partie. Toute la banlieue du... 93, etc. Et même une personne du 02. Ah bah c'est bien. C'est bien. Donc là c'est vraiment tous les gilets jaunes constituants d'Île-de-France plus une personne du 02. Ouais, dans la France, on sera 3 fois plus nombreux. Avec vous tout à l'heure. On constitue des équipes, ça se met en place. Ce soir, et voilà, on était au départ une dizaine, maintenant on est une petite trentaine plus ou moins à faire des opérations. Ça se multiplie. Là, il y a quelqu'un qui vient de nous dire aujourd'hui sur le live qu'on était à fait sur les Champs-Élysées cet après-midi qu'il allait faire une équipe à Argenteuil. Ça s'organise en fait. Et là, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passait ce soir? Bah, en fait, on a réussi notre mission de faire chier le monde. C'est-à-dire on a quand même, je sais pas combien de voitures de CRS sont débarquées. Une dizaine, ouais. Une dizaine, voilà. Il y a autant de camions de CRS que de gilets jaunes sur place. Il y avait même plus, soyons Que notre nombre. Ouais. Donc on était escortés par une cinquantaine de CRS, mais avant qu'ils arrivent, cette cinquantaine de CRS, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté en statique. On était nassés sur le trottoir en face du bâtiment, il y a des années du siècle, et commençait à avoir quelques oligarques à la fenêtre. On a commencé à faire coucou, 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 coucou. Et en fait, c'est là qu'on a commencé à faire chier son monde, et toute la rue était bloquée. En fait. Merci à vous. Sur les OP qu'on a comme ça, à chaque fois on a un contrôle de police. Mais le contrôle de police en question, c'est un petit travail de fourmi. Les mecs arrivent, font un peu la gueule, et quand ils repartent, ils sont convaincus. Là, il y en a quand même pas mal qui ont reconnu Thibault, hein, le Mac à Macron, en disant mais tu l'as vu sur Vincent Lapierre. Donc, dans les rangs de la police, là, il y en a qui regardent des sites de réinformation sur internet, ce qui est pas mal. Et là, les dernières discussions qu'on a eues,
Je lui dis, le gars, ouais, le CRS qui pose un bouclier, c'est le pénal qui risque. Et je lui dis, oui, mais il me dit, oui, ça se verra jamais en France. Je dis, monsieur, ça s'est vu en Espagne, ça s'est vu en Grèce, des tas de boucliers hauts comme ça. Voilà, au bout d'un moment, quand il y en a un qui lâche le bouclier, c'est le pénal, mais s'ils sont 400 à faire, ils ont besoin de samedi d'après. Et le CRS me dit, bah, j'espère que ça se verra, voilà. Donc c'est un peu, tous les petits contrôles qu'on a comme ça, c'est un travail de fourmi, mais on joue le ralliement des corps constitués. Parce que le jour où la police et l'armée passent de notre côté, Macron, il a qu'à se faire exfiltrer en hélicoptère. Ça y est, Mais c'est quand même incroyable, hein. Il y a un silence médiatique assourdissant sur le dîner du siècle. Ici, c'est pas cher, non? Il y a une chaîne ici qui s'appelle Net à manger, non? C'est peut-être pas cher. Ah, Wilson. Allez, go. Un petit dernier mot, Wilson. Alors, Écoute, vous avez réussi quand même à informer sur le dîner du siècle. C'était le retour, clairement. Vous saviez très bien comme moi que depuis des années, le monde de la dissidence connaît ce genre de lieu. Ils y ont été il y a quelques années. Malheureusement, c'était compliqué. Maintenant, c'est plus à l'hôtel Crillon, c'est au 33 rue Faubourg Saint-Honoré-les-Amis, dans l'ancien hôtel Rothschild, qui a été fondé par les Rothschild et racheté pendant la Première Guerre mondiale par un club qui s'appelle le Centre Interallié, le Cercle de l'Union Interalliée, qui apparemment pour harmoniser les relations internationales pendant la guerre. Sauf qu'après, ça s'est développé comme étant un club d'oligarques. Par exemple, on a appris il n'y a pas longtemps que M. Cahuzac a payé 4 000 euros d'adhésion pour aller dans ce genre de club. C'est-à-dire que ce club fonctionne tous les jours. Des Henri de Castries, des Martin Bouygues. Et là, vous avez vu qui de la CGT là ce soir? Alors, on n'a pas vu quelqu'un de la CGT, mais on sait qu'il y a quelqu'un de la CGT qui mange là-bas, pas forcément tout le temps, qui s'appelle le Digou. Le Digou de la CGT. Et Nicole Nota, elle fait partie du conseil d'administration du groupe Le Siècle, c'est une ancienne de la CFDT. CFDT, oui, je m'en souviens. C'est extrêmement grave quand même. Ça veut dire que tous les syndicats qui veulent rentrer, infiltrer les Gilets jaunes, bah, amis Gilets jaunes, vous voyez maintenant où est la traîtrise. Vos supérieurs vont dîner là-dedans, avec les patrons du MEDEF. Ouais. C'est un concept, hein. We're a publisher, a research organization, a membership organization. It's a community. It's a community of policy makers, of people who follow policy closely. It's really a nonpartisan think tank, and the fellows represent a huge spectrum of political views. The council tracks people from a variety of different perspectives, and also from a variety of different backgrounds, from the business community, from NGOs, from labor. To cultural leaders, religious scholars, academics. And you connect them with the people in government, ideas in government. The Council provides also a prestigious forum for foreign leaders. We're a magnet. People know they can come here, they trust the space. They can be honest about what they think, and that's very difficult to achieve in the public forum. And we don't always agree, but we learn as we listen. It's a repository, it's a reference shelf on everything going on in the world. Not just the critical issues, but anticipating what's coming. CFR makes it very accessible. I think between the website, the podcasts, and Foreign Affairs, you can really absorb it. Foreign Affairs is one of the best publications in the business. The value of this is that it actually contributes to debates that shape outside of the United States about global issues. CFR has maintained its relevance even as the world is changing dramatically. I am always 6 to 9 months away from my next trip to Afghanistan and Iraq. And before I go, I rely on the resources of the Council. I think it would be full.
Well, what it is remember we were friends, and we used to come to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk, and he'd tell me about business investments, how you get involved in, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? I would have to get a letter to join them, but was I interested in that? And just stuff, leading you on. And I used to say to him that I never really did that because that wasn't where I was coming from. As much as I like you, Nick, your ways and my ways we're on the opposite side of the fence. I don't believe in enslaving people, and he would come back with, "Oh, I do." Or? Well, it would be more like, It's better for them. Well, it's more like, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people.